Alors, ma passion pour le féminin. Peut-être que ma première réaction serait de vous dire que c'est par hasard. Inutile de dire que je suis psychanalyste et que ça ne peut pas être par hasard. Alors, je vais tenter de vous raconter mon histoire avec le féminin. Je pense tout de même qu'il y a un fil qui doit venir de très loin. Alors, de très loin, je ne sais pas. Il m'est revenu dernièrement tout de même un souvenir que j'avais complètement oublié et qui était celui de ma mère. Alors vous imaginez tout de même que ma mère a été quelqu'un qui a pu d'une certaine façon alimenter mes écrits, mais de ma mère donc, qui allait à Paris comme suffragette en son temps. Alors, la transmission, c'en est peut-être une. Bon, je me suis beaucoup intéressée aussi aux romans, Simone de Beauvoir, les sœurs Groult. Donc il y a un passé certainement qui était là, latent, et qui s'est réalisé surtout tout de même au contact de ma clinique et de mes patientes, qui m'ont toujours beaucoup intéressée. Nous savons aussi qu'il y a tout de même plus de patientes féminines que nous rencontrons que de patients masculins, ce qui est déjà une question. Mais ce n'est pas bien sûr seulement cet aspect-là qui a pu me plonger dans le féminin. Il faut vous dire que quand j'ai commencé ma carrière de psychanalyste, il y a très longtemps, je crois que une des premières conférences que j'ai entendues à la Société, c'était l'exposé du travail de Jeannie Chasseguet. Ça date de... Enfin, son bouquin date de 64. Il faut dire qu'à l'époque, au niveau de la psychanalyse, ce qui avait cours, c'était essentiellement dans les références cliniques, métapsychologiques, théorie et la technique, c'était la psychosexualité infantile. Le féminin, le masculin, la différence des sexes, la scène primitive était quelque chose qui constituait le cœur des interrogations et des références cliniques aussi. Alors, le féminin s'inscrivait bien sûr dans cet aspect-là, qui était très prégnant. Encore une fois, je reviens à Chasseguet, c'était ce bouquin, Chasseguet, Torok, MacDougall déjà, sur l'homosexualité féminine. Et donc je crois que ça a été un coup d'envoi pour moi d'écouter mes patients en fonction de la différence des sexes et bien entendu du féminin. Alors après ça, ce qui doit... Bon, hasard, non, sûrement pas, mais mon mémoire de membre adhérent, c'était un cas d'homosexualité féminine. Enfin, vous aurez reconnu le titre de l'article de Freud, que j'ai bien sûr été pioché. Donc, l'homosexualité féminine était déjà à l'avant-plan de mes intérêts. Alors, si je continue, je pense qu'un point de repère, c'est aussi mon article, qui est un des premiers articles tout de même, que j'ai écrit de façon officielle, j'allais dire, ou en tout cas qui a été publié, c'est d'une matrice à l'autre. Alors curieusement, d'une matrice à l'autre est l'aboutissement d'un article, ou non, d'une réflexion qui avait eu lieu à la Société belge de psychanalyse sur l'introjection anale du pénis paternel. Et alors la patiente que j'avais utilisée à l'époque pour illustrer chez elle ces difficultés d'introjection, en effet, des attributs paternels, parentaux sûrement, mais surtout paternels. Donc cet intérêt-là était intervenu dans mon parcours. Et puis, en cours d'analyse, cette patiente s'est plainte de ce qu'on appelait à l'époque la stérilité psychogène. Maintenant, on appelle ça l'infécondité. Et maintenant, là, c'était la stérilité. Et donc, j'étais tout de même très accrochée par les interrogations que posait le féminin par rapport au désir d'enfant, par rapport à la maternité. Ça a été, disons, mon premier saut dans le féminin. Et alors après, les choses se sont enchaînées. Je pense que j'ai été sollicitée notamment par Monique et Jean Cournu. J'ai été la discutante de leur rapport au CPLF sur le féminin masculin, sur le corps de l'autre. Et donc, à ce niveau-là, j'ai sauté à pieds joints dans tout ce qui était féminin. Je pense qu'à ce moment-là, j'ai accroché très fort et que les choses se sont enchaînées, qu'on m'a demandé des articles et j'ai continué à approfondir tout ce qui pouvait m'intéresser autour du féminin.
Alors l'origine de la féminité, c'est reposer ce problème, en tout cas c'est ce sur quoi j'associe, resituer le problème de la féminité par rapport au féminin. Ce qui, je dois l'avouer, n'est pas encore d'une clarté éblouissante pour moi. Je crois que j'ai beaucoup été influencée à l'époque, justement, par le travail de Monique et Jean Cournu. Et eux mettent, enfin en tout cas surtout Monique, met en évidence la notion d'un féminin, féminin des origines, féminin associé à l'idée de quelque chose de primaire dans la relation mère-bébé qui serait de l'ordre du féminin. Et que ça rejoint aussi l'idée de le féminin par rapport à la féminité. Alors la féminité, ben justement, comment opposer la féminité et le féminin dans l'optique de les origines? C'est que la féminité, pour moi, est quelque chose, enfin, est un concept ou une notion qui articule la notion de féminin sur tout le développement ultérieur. C'est comme ça que je le dirais. La féminité, définie comme telle, implique aussi tout le problème de la culture, de la façon dont la féminité se définit par rapport à l'ambiance, par rapport à la façon dont le socius vit la femme et la façon dont elle s'affirme, se déploie. Ça, c'est la féminité. Le féminin, encore une fois, celui des origines, est quelque chose d'extrêmement archaïque. La notion de féminin est une notion qui concerne les deux sexes à l'origine. Féminin de l'homme et féminin de la femme. Alors le corps, effectivement, et ça s'articule sur la notion de féminin et féminité, en ce sens que peut-être que si je m'interroge sur mes interrogations, qui restent entières d'ailleurs, c'est la part, je parlais de féminité, la part qui revient à la culture et la part qui revient au corps. Personnellement, alors, à l'époque où tout de même on parle beaucoup du genre et de tout ce que ça peut susciter comme polémique, je pense personnellement que le féminin et la féminité, à ce moment-là associées dans la même interrogation, j'ai toujours essayé de trouver ou d'interroger ce qui pouvait être spécifique en deçà de la culture. Je crois que c'est comme ça que je pourrais le dire de la façon la plus claire. Qu'est-ce qui spécifie le fait d'être homme ou d'être femme et qui soit inscrit dans une expérience du corps? Moi, je crois fondamentalement qu'il y a là quelque chose de tout à fait porteur. C'est ce que chacun d'entre nous peut construire à partir du corps. Du corps que l'enfant découvre, que l'enfant explore. Je pense aussi à toute la notion des auto-érotismes. Auto-érotisme, par ailleurs, investi par les parents et sexué. Là, je pense aux théories de Stoller, de l'assignation de sexe, où il y a déjà l'articulation entre l'exploration du corps, la façon de vivre son corps, et la façon dont il peut être vécu dans la fantasmatique des parents. Mais donc, pour revenir à cette idée de corps, pour moi, c'est fondamental. Je pense aussi à l'image, mais je ne pourrais plus la définir clairement, que donnait Jean Cournu. Comme vous voyez, ils sont tout de même très présents dans mon parcours autour du féminin. Jean Cournu qui parlait des garçons en disant « ils percent partout, ils font des trous », avec cette notion de pénétration du garçon. Pénétration qui est bien sûr signifiée par ce pénis qui est là, qui perce, qui pénètre, qui est tout de même un organe extérieur, avec tout ce que ça peut être chargé de symboles qui vont dans le sens de attaquer, aller de l'avant. La femme, au contraire, c'est le corps en creux, c'est le corps caché, c'est la sexualité cachée. Donc, je pense personnellement que c'est là qu'on peut essayer de trouver des origines, pour y revenir, des origines entre la différence des sexes, filles, garçons, explorant un corps qui est tout de même sexué, la différence de départ. Questions litigieuses et questions polémiques, enfin entraînant la polémique, en effet. Moi, je reste tout de même persuadée, bon, j'ai fait tout de même de l'infantile beaucoup avant de faire de l'adulte, j'ai fait l'observation de nourrissons,
Et personnellement, je reste tout de même très accrochée à l'idée que les choses se sexualisent très très précocement. Bien sûr, on peut imaginer que tout au départ, il y a la dyade symbiotique mère-bébé qui serait asexuée. Moi, je ne le crois pas. Je crois que dès l'abord, et même avant la naissance, enfin, je fais encore partie de la génération de ceux qui n'avaient pas d'échographie et qui ne savaient pas le sexe de leur bébé avant de l'avoir. Mais maintenant, tout ça est tout de même dans l'ordre des choses. Et je pense personnellement que intra-utérinement, dans l'utérus déjà, l'enfant est investi d'une certaine façon en fonction de son sexe. Et je pense que les parents accueillent tout de même un enfant, y compris la mère, dans sa sollicitude maternelle primaire. Je pense qu'elle accueille le bébé, non je pense pas, je suis sûre, en fonction du sexe qu'il a. Et là, justement, on retrouve cette conjonction, cette façon de complémentariser le corps du bébé et la façon dont il est accueilli dans une identité sexuée. Pour moi, cette fameuse rêverie maternelle est nécessairement sexuée dès le départ. Donc je pense que, pour revenir à l'interrogation sur l'identité sexuée, pour moi, identité et identité sexuée sont coextensives et sont là dès le départ. Dans cette coexistence, on est, les deux orthographes, on est et on est avec un sexe, dès le départ pour moi. C'était aussi ma position selon laquelle l'archaïque est sexué. Il l'est par la fantasmatique des parents, la façon dont ils accueillent ce bébé féminin, en l'occurrence, puisque c'est elle qui nous occupe aujourd'hui. Alors là aussi, je suis tout de même héritière d'une certaine façon de penser les choses. Pour moi, le DIP, quand on parle de DIP, est un moment génétiquement organisateur. Je reste persuadée, pour ma part, que c'est un moment mutatif que celui de l'organisation oedipienne, mais alors je le prendrai en fonction de l'idée de la reconnaissance de trois personnages bien distincts. Donc il y a tout de même une maturation du fonctionnement psychique, disons-le comme ça, qui fait que le DIP situe de façon bien précise trois personnages, le père, la mère et le petit garçon, la petite fille au milieu. Donc, première façon de voir les choses, je crois qu'il y a un Oedipe organisateur qui vient coiffer toute l'organisation préalable, tout ce qui se passe avant. Alors, si on retourne à l'origine, donc si on retourne génétiquement plus loin, encore une fois, je pense que c'est toute la psychopathologie infantile aussi qui nous illustre ce genre de considération. Je pense que dès le départ, il y a une triangulation, mais dans la tête de la mère et du père qui est présent aussi, ne l'oublions pas. Mais on a beaucoup écrit, j'ai beaucoup écrit, a beaucoup écrit sur l'idée tout de même de cette présence du père dans la tête de la mère qui dès le départ, virtualise quelque chose de l'ordre de ce qui deviendra par la suite l'Oedipe. Il y a donc cette présence, alors c'est encore une forme tout à fait différente, c'est tout de même ce que Mélanie Klein appelle l'Oedipe précoce. Et on peut le voir comme ça. Bien sûr, à ce moment-là, c'est encore des objets partiels, il faudra tout de même la position dépressive pour que se constitue un objet total, mais justement, la constitution de l'objet total est, d'une certaine façon, la résultante de ce que la mère a structuré par son investissement du bébé de potentialités triangulantes. Je le dis comme ça, voilà, c'est une façon de le dire, ça me vient comme ça. Donc voilà, c'est déjà là, dans l'archaïque si on veut, et dans ce contexte, alors là, l'idée de la rivalité très précoce, encore une fois, c'est la mère évidemment, qui imprime ses propres fantasmes, qui imprime sa façon, fantasme inconscient bien entendu, qui imprime sa façon de sentir cette position. Elle vivra différemment, la petite fille et le petit garçon, en fonction de l'Oedipe dans sa tête à elle, qui va donc structurer la situation et marquer déjà ce que sera la relation de la mère à la fille, d'une forme de rivalité en même temps amalgamée
à la proximité par ailleurs identitaire avec la petite fille. La petite fille étant tout de même du même sexe que sa maman, et donc il y a là une proximité tout à fait dans le semblable. L'homosexualité féminine, d'une certaine façon, c'est peut-être, j'allais dire, mon cheval de bataille. Je ne sais pas si ça s'applique pour ce type de considération, mais toujours est-il que j'y tiens beaucoup. Avec comment le dire, l'impression qu'effectivement, ce n'est pas une notion qui est facilement acceptée et qui est sujette à polémique. On parlait de Paul Denis tout à l'heure, c'est lui qui a une notion un peu différente de l'homosexualité féminine. Enfin, je vais essayer de retracer donc pourquoi c'est tellement important pour moi et ce qui a fait que j'ai vraiment je garde ce concept comme un concept porteur et qui pour moi est éclairant par rapport à la clinique. Alors, homosexualité, il y a d'abord l'homosexualité secondaire, c'était celle de mon mémoire, c'était celle relative à l'Oedipe, où à ce moment-là se manifeste tout de même, et la clinique nous le montre, et ô combien, la bisexualité psychique, à savoir l'amour pour le père, certainement, mais tout de même l'amour érotisé pour la mère au niveau de l'Oedipe. Alors je crois que c'est tout à fait important de pouvoir analyser cette homosexualité secondaire, ce qui n'est pas toujours facile et ce qui, là aussi, donne lieu à discussions et polémiques. Moi je pense que cette homosexualité secondaire, quand on y est sensible, est quelque chose de tout à fait essentiel et doit être analysé. La façon dont on l'analysait jadis, si on peut le dire comme ça, était de la considérer comme défensive par rapport à l'attachement au père. L'analyse donc en ce sens que quand le matériel se déployait sur un mode d'homosexualité féminine, il était tout de même banal de l'interpréter surtout, de l'envisager surtout comme défense contre le rapprochement avec le père et l'érotisation de la relation avec le père. Alors moi je pense que c'est insuffisant. Déjà à ce niveau-là, il y a une question qui pour moi se pose, c'est que cette homosexualité féminine est bien présente. Alors là je reviens à ce que j'ai écrit et qui a été un des moments, je crois tout de même, moteur pour moi, déterminant, dans la poursuite de mes interrogations et de mes réflexions. C'est ce moment où donc, ce que je raconte en long, en large et en travers, c'est ces patientes qui, tout à coup, au décours de leur analyse, en fin d'analyse, ont eu des passages à l'acte homosexuel. Alors, je me suis tout de même posé beaucoup de questions. C'était des femmes dont l'analyse s'était fort bien développée, déployée. Je les croyais près de la fin de leur analyse. Et puis, c'est agir. Donc, il y en a plusieurs. Là, je me suis tout de même très fort interrogée et j'ai tout de même réalisé que leur homosexualité féminine n'avait pas été suffisamment analysée. C'est-à-dire que c'est mon contre-transfert que je mettais en question, mon contre-transfert qui ne m'est pas tout à fait particulier. Je pense que ça a mis pour moi en évidence le fait que l'homosexualité féminine n'était pas si facile que ça à vivre, à assumer, y compris dans le contre-transfert. Alors ça, c'est pour l'homosexualité secondaire. Mais ce à quoi ça m'a renvoyé, c'est que tout de même, on pouvait se poser la question de savoir pourquoi cette difficulté d'aborder cette homosexualité secondaire. Bien sûr, il y a le problème de l'inceste féminin, de la difficulté d'aborder ce rapprochement érotisé avec la femme, mais j'avais tout de même le sentiment qu'il y avait autre chose, qui m'a amené, en même temps qu'un mouvement plus général d'ailleurs dans ma façon d'analyser, à retourner davantage aux origines, avec mes patientes. C'est elles qui m'ont apporté le matériel qui m'a permis de développer ce concept d'homosexualité primaire. Alors, l'homosexualité primaire, le terme est peut-être, je me le dis parfois, est peut-être ambigu ou porteur d'ambiguïté qui fait qu'on l'accepte difficilement, ou certains l'acceptent difficilement. Je pense que pour moi, et je reviens à ce que j'ai déjà dit, l'homosexualité primaire, ce qui était surtout pour moi sensible, c'est que derrière les violences qu'on trouve tout de même très fréquemment dans la clinique entre fille et mère, la haine pour la mère, la violence pour la mère, la révolte contre la mère,
Je me suis tout de même rendu compte, hein, au bout d'un certain temps, qu'à y voir de plus près, ça cachait un amour éperdu pour la mer. Ça, c'est, je dirais, le point d'envoi de toutes mes interrogations, c'est tout à coup de découvrir que oui, la difficulté de la relation mère-fille, la haine entre la mère et la fille, la violence de ces rencontres, mais derrière ça se cachait tout de même un amour éperdu pour la mère. Donc c'est cet amour qui, pour moi, est l'élément essentiel qui nourrit le concept d'homosexualité féminine. Alors, l'homosexualité, pourquoi l'homosexualité? J'aurais pu m'arrêter, ce que font beaucoup, à la notion de amour primaire pour la mère. Mais je reviens à ce qui m'habite tout de même, c'est que, encore une fois, cet amour-là est sexué, dès le départ. D'où mon appellation d'homosexualité primaire, qui est donc, j'y reviens, l'expression tout de même essentiellement de cet amour présexué, on peut le dire comme ça peut-être, présexué pour la mère, un amour éperdu qui m'a en effet conduit à à élaborer le pacte noir, qui est donc cette expression, la possibilité d'exprimer, de déployer cet amour pour la mère et toute l'horreur que suscite cet amour. Parce que bien sûr, ce n'est pas seulement l'amour. Ce que je déploie dans le pacte noir, c'est combien cet amour peut être délétère, mortifère, entraînant dans une aliénation totale à la mère. Donc bien plus dangereux que la violence, en ce sens que c'est une abdication de sa propre identité noyée dans celle de la mère. C'est une façon de le dire. Absolument. Absolument. Et cette bonne homosexualité primaire est donc ce qu'on appelle, que d'autres auteurs appellent de façon différente. C'est vraiment, bon, ben, la dyade, mère-enfant, mère-bébé, mère-fille, paisible, aconflictuelle, enfin, jamais tout à fait, mais enfin, qui inscrit tout de même quelque chose de fondamentalement, narcissiquement nourri dès le départ. On revient à la notion de narcissisme au féminin, d'ailleurs, à ce moment-là, mais qui peut être beaucoup plus général, en ce sens que c'est cette sécurité de base qui instaure la sécurité de fonctionnement psychique de base. Le retour des patientes, qui a été aussi, outre les passages à l'acte homosexuel, le retour des patientes m'a effectivement beaucoup interpellée et interrogée. Alors, ce retour des patientes, oui. Maintenant, je le verrai. Il se fait que j'ai tout de même pas mal de patientes qui sont revenues, notamment la patiente qui était à l'origine d'une matrice à l'autre. C'est des patientes que je revois des années et des années après, qui sont devenues des vieilles dames comme moi, et on se retrouve. Alors, ça certainement, à certains moments, ça peut, surtout, je vais être claire, le retour est venir voir si, malgré les réalisations en dehors du regard de l'analyste est toujours vivante. Ça, c'est extrêmement clair. Les premiers retours, j'en ai encore eu un récemment, c'est vrai, c'est venir voir la fin de l'analyse, si ça a été une analyse qui s'est bien déroulée, dont on peut dire qu'elle était suffisamment bonne, disons-le comme ça, je crois qu'elle n'est jamais complète, qu'elle n'est jamais tout ce qu'on veut, mais suffisamment bonne. Quand les patientes reviennent, elles viennent d'abord voir si, s'étant séparées de leur analyste et s'étant réalisées comme une femme en dehors du regard de l'analyste, cette réalisation personnelle ne porte pas dommage à l'analyste. Ça, c'est extrêmement clair et c'est fréquent et permanent. Évidemment, on sait bien que les fins d'analyse comportent pour moi cette dimension extrêmement importante qui est de pouvoir assumer, d'avoir pris à l'analyste ce que, les attributs, les qualités et tout, et de choisir de les vivre et de les réaliser en dehors du regard de l'analyste. Donc voilà, ces retours sont d'abord ça. Mais je pense qu'ils peuvent être, je crois qu'il ne faut pas minimiser non plus le fait d'une bonne homosexualité primaire, comme on en parle, et secondaire, pas seulement primaire, qui fait qu'à certains moments de difficulté, de mal-être, on puisse se permettre de revenir à cette bonne dépendance et revenir faire le point et reprofiter de ce que l'analyse peut donner et peut déployer ensemble.
Oui, ça c'est quelque chose qui m'a beaucoup passionné parce qu'on revient à ce qu'on avait dit d'ailleurs, évidemment, c'est que c'est le féminin commun aux deux sexes. C'est-à-dire, ce qui posait aussi, c'est un des aspects qui posait tout de même polémique, pas de façon aussi directe, mais l'idée, ça rejoint un peu tout de même les interrogations sur l'asexué de cette première relation, où moi je dis non, je ne crois pas. Je crois qu'il y a toujours une part de sexualisation, disons, de sexualisation dans la relation première, mais où il y a toute cette part, incontestablement, dont on n'a pas encore parlé, d'identification féminine au départ et de rencontre au féminin avec la mère de façon tout à fait précoce. Alors c'est vrai que c'est un terrain glissant au point de vue terminologie. Parce que, bon, le garçon est tout de même un garçon, et donc pourquoi parler d'homosexualité féminine primaire chez l'homme, sinon d'accepter qu'il y a tout de même cette relation très précoce qui est imprégnée de féminin, qui est le féminin de la mère, qui est une forme de relation tout de même très féminisée et d'identification primaire féminine chez l'homme. Alors je pense que par la suite, c'est repris, c'est peut-être un concept important aussi à déployer, c'est toutes les notions d'après-coup. Je veux dire que, bien entendu, si on accepte au départ qu'il y a cette part de rencontre féminine avec la mère chez le garçon, on l'appréhende tout de même qu'à travers le matériel chez un homme. Et ce qui se passe, c'est que dans le matériel des hommes, ou de certains hommes en tout cas, réapparaît cet amour du même type que les femmes, cet amour éperdu pour la mère, amour qui comprend une part d'identification, et c'est pour ça je crois qu'on parle de la part féminine des hommes, c'est cette part du féminin qui est réactivée dans ses origines les plus primitives, où on retrouve à ce moment-là cette aliénation inconditionnelle et ces risques de dissolution de l'identité dans le rapprochement le plus archaïque avec la mère, et qui est certainement pour les hommes un handicap dans leur possibilité d'assumer une identité virile à part entière. C'est certainement là un écueil pour eux dans l'accès à une virilité plus ou moins bien assumée. Bisexualité. Bon, je pense que c'est un concept fondamental, et notamment dans notre vie d'analyste. Je veux dire par là qu'on est tout de même amené à être mis dans des rôles masculins et féminins qui sollicitent notre propre bisexualité, qui en effet est un concept clinique extrêmement important. Je pense qu'il y a des doubles identifications, et qui conduit aussi à la notion d'identification, en effet. On est le porteur de deux types d'élan, un élan hétérosexuel, un élan homosexuel, avec l'organisation oedipienne dont on a parlé. Alors, bisexualité, pour moi, appelle deux associations, d'une part celui de l'identité, et d'autre part le fait de l'utilisation de ces deux parts de la personnalité et de la conflictualisation des identifications masculines et féminines. Je pense que quand on parle bisexualité, l'essentiel, enfin, une façon de l'aborder est tout de même d'insister sur l'idée que nous avons, pour la plupart d'entre nous, une identité sexuée, bien assurée, avec on est homme ou on est femme. Bien entendu, ça ouvre la porte à toute la pathologie des transsexuels, de tout ce qui peut être, en effet, mettant en question l'identité sexuée. Mais parlons de façon générale, l'identité sexuée est quelque chose d'essentiel qui permet de se vivre homme ou femme, en sachant qu'on a aussi des composantes masculines et quand on est femme et féminine quand on est homme. Et que ces composants de la bisexualité qui ne correspondent pas à l'identité sexuée sont parfois très conflictualisés. Enfin, en tout cas, pour un homme et pour une femme, ce sont des dimensions qui sont à prendre en considération. Et là, c'est tout de même, effectivement, pour la femme, un des aspects qui m'a beaucoup intéressée, c'est comment analyser, comment comprendre l'identification à l'homme, la rencontre à l'homme en étant un aspect, mais l'identification, et c'est-à-dire
quand on dit identification, on dit l'acquisition des attributs de l'autre sexe. Pour la fille, ça pose tout le problème de la conflictualisation, de l'introjection anale des pénis paternels, de l'introjection des attributs paternels masculins, qui sont conflictualisés et dont une des conflictualisations très étudiée, c'est la fameuse envie du pénis. Envie du pénis dont j'ai bien sûr beaucoup parlé, parce qu'elle faisait, si j'ose dire, les grands attraits de notre ami Freud. L'envie du pénis, on en a beaucoup parlé. Lui en a beaucoup parlé justement dans sa conception d'un monophalisme où le pénis était le seul attribut valable que l'homme avait et pas la femme. Donc, autour de cette envie du pénis se pose tout le problème de la conflictualisation de l'introjection des attributs masculins chez la femme. Alors là, ça pose... on parlait de l'aspect secondaire et de l'aspect primaire. Je pense qu'effectivement, cette bisexualité génitale, c'est un terme qu'on n'a pas encore employé, mais génitale renvoie, comme chaque fois, à quelque chose de beaucoup plus archaïque, ou en tout cas dans le matériel, on s'aperçoit qu'il y a des mécanismes extrêmement archaïques qui ont joué dans ces identifications au père, identifications qui sont tout de même protectrices de la relation fusionnelle avec la mère. On n'en a pas, c'est pas encore abordé ce problème-là, mais c'est sûr que la triangulation et la présence de l'homme dans la tête de la mère, mais aussi dans la réalité, est protectrice de la relation primaire avec la mère, l'homosexualité primaire. Et dans ce sens, l'utilisation de la bisexualité, c'est l'utilisation de l'introjection des attributs paternels pour se protéger contre la mère. Et là, on s'aperçoit dans le matériel des patients que c'est une introjection compliquée qui implique tout la fantasmatique autour de la scène primitive, c'est-à-dire une scène primitive qui peut être très violente, où effectivement la rencontre entre les sexes est quelque chose de perturbateur, de dur, de violent, qui conflictualise la dite identification au père. Ou un des mécanismes que j'ai décrit et qui m'intéresse beaucoup et qui je crois est essentiel, c'est l'idéalisation de l'image du père. Pas mal de femmes, et ça je crois que je l'ai retrouvé depuis que je l'avais analysé de façon, c'est comme ça que ça se passe dans la clinique, de façon tout à fait caricaturale, d'une certaine façon, chez certaines deux patientes en tout cas, cette présence d'un père totalement idéalisé, qui est un recours contre une mère psychotique. Et on se rend compte que pendant toute l'analyse, il y a là, j'allais dire, cet aspect un peu monstrueux d'une idéalisation à tout prix, effrénée du père pour se protéger contre la mère. Mais les conséquences sont souvent extrêmement douloureuses pour les filles. D'abord, quand elles découvrent qu'en fait, derrière cette image idéalisée, c'est un père faible, c'est un père finalement très castré qui se cache. Mais dans la réalité aussi, je pense que des structures comme celle-là ont une propension de passage à l'acte dans la réalité et une propension de chercher dans la réalité des pères substitutifs qui continuent à jouer ce rôle protecteur contre une aliénation à la mère des origines. Absolument, et c'est d'ailleurs une identification qui peut aider ces femmes. Il y a tout de même, enfin parmi les femmes que j'ai rencontrées moi, celles dont je parle sont des femmes qui finalement ont pu s'identifier dans une certaine mesure, tout étant toujours relatif. On peut s'identifier à certaines qualités des pères, ce qui leur a permis, enfin de paternels, disons-le, plus que des pères en question, ce qui leur a permis de s'affirmer dans la réalité, de réaliser des choses, d'avoir une affirmation d'elles qui peut inclure cette part indispensable d'assertivité, de réalisation plus perçante et pénétrante. Donc elles ont pu le faire, et ça c'est aussi tout le problème de l'analyse, c'est qu'il faut l'analyse pour se rendre compte à quel point
Ces identifications étaient nécessaires, mais cachent une autre strate de leur fonctionnement mental, qui est à ce moment-là cette identification désespérée à une image totalement idéalisée du père, qu'il faudra analyser, détricoter, avec beaucoup de souffrance et beaucoup de difficultés, il faut bien le dire. C'est poser le problème du sexe de l'analyste par rapport au sexe de la patiente. Oui, je crois personnellement que la rencontre de la réalité des sexes des différents partenaires de la relation analytique est importante. Là, il fut un temps, quand j'ai commencé ma pratique, où on disait qu'on pouvait tout analyser. Avec n'importe quel analyste, tout devait pouvoir s'analyser. Alors là, j'ai fait du chemin aussi par rapport à ce qui m'avait été appris jadis. Non, je ne crois pas. Je crois qu'il y a une spécificité, c'est ça tout mon travail, enfin c'est le travail, je ne suis pas la seule, hein, mais à l'heure actuelle, on est bien convaincu, on l'a toujours été d'ailleurs, ça c'est pas juste de le dire comme ça, il y a une spécificité de fantasmatique chez les hommes et chez les femmes, c'est évident. Le problème que vous posez comme ça, enfin le problème qui se pose comme ça est celui de la mobilisation possible, et on vient de parler de bisexualité, dans quelle mesure en effet l'analyste est-elle capable, ou est-il capable, non mais on va dire elle puisque c'est l'analyste féminine, de se trouver dans une position masculine, et pour le patient bien entendu, ou la patiente également. Alors j'en dirais maintenant que je pense que pour certains domaines d'analyse, ça n'a pas beaucoup d'importance, mais je crois que fondamentalement, il y a tout de même quelque chose qui se passe entre deux femmes, qui ne se passe pas entre un homme et une femme. Pour le meilleur et pour le pire, je dirais. Je veux dire par là que, je ne sais pas, l'exemple qui me revient tout de même peut-être en fonction de mes intérêts, c'est celui de l'homosexualité féminine et l'homosexualité féminine primaire. Je pense qu'une femme analysée par une femme ne peut pas déployer ses problématiques de la même façon si elle est avec une femme ou avec un homme. Je pense que ça doit être nécessairement différent, et là, on retombe sur le problème du corps. Parce que cette question soulève le fait que quelle que soit la puissance du fantasme qui se déploie dans l'analyse, il y a le corps de l'analyste, le corps de la patiente, qui sont femmes en l'occurrence. Et je crois que ça, on a beau faire, ça ne se modifie pas en fonction des fantasmes. Ça peut s'habiller de fantasmes, si j'ose dire, ça peut prendre des formes, on peut vivre son analyse de femme comme un homme. L'analyste femme peut, comme il peut, se dépatouiller pour se sentir homme, mais il y a tout de même quelque chose de basal qui reste là. Ça pose tout le problème aussi dans les analyses de la réalité par rapport à la fiction, de la réalité de la rencontre de deux personnages sexués par rapport à ce qu'on en fait dans les fantasmes. Mais je pensais encore une fois à l'homosexualité féminine. Il y a des problématiques, bon, j'ai un mari analyste masculin et c'est des problématiques dont on a souvent parlé. Je pense que vraiment là, il y a une façon différente de se déployer pour une femme sur le divan d'un analyste homme ou d'une analyste femme. Et je pense aussi une de mes prises de position qui s'est vérifiée très souvent. Les femmes qui ont des problèmes fondamentaux d'homosexualité primaire par rapport à la mère vont d'abord faire une analyse chez un homme. Alors elles se trouvent toutes les bonnes raisons, hein. Il n'y avait pas de femmes disponibles, il se fait que, peu importe, mais elles vont chez un homme. Et c'est quand elles ont pu se renforcer narcissiquement et sexuellement auprès d'un homme qu'elles peuvent affronter les affres d'une relation homosexuelle primaire avec une femme. Donc je crois personnellement que le sexe de l'analyste a une grande importance, a une importance incontournable. Et ça ramène aussi au fait qu'une analyse n'est jamais qu'une analyse avec cet analyste-là, comme nous disait Green. C'est sûr qu'une analyse est limitée dans le déploiement de ces différentes facettes et que ça dépend aussi. Bon, c'est déjà Freud qui disait que l'analysant utilise les caractéristiques de l'analyste.
Et c'est vrai que les différences de génération, on n'est pas vécu comme analyste quand on a 30 ans ou quand on a 80 ans, hein, c'est tout à fait différent. Et c'est sûr que le sexe aussi est déterminant dans ce qu'il peut solliciter de réactions fantasmatiques bien sûr, mais réactions tout de même chez l'analysant. Donc voilà, alors peut-être tout de même que ça interroge aussi certaines difficultés contre-transférentielles que l'analyste peut rencontrer. C'est sûr, bon, j'en ai parlé, j'allais dire indirectement, non, très directement, en évoquant l'idée de la façon dont dans ma clinique, j'ai progressivement découvert des univers que j'avais incontestablement refoulés, pas vous, pas vus. Je vous rappelle tout de même le fait qu'il m'a fallu ces analysantes femmes qui revenaient pour que je m'interroge sur qu'est-ce qui s'est passé pour qu'elles doivent revenir, pour que... je me suis interrogée aussi sur les passages à l'acte homosexuel. C'est dire que pour une analyste femme, il y a certainement des taches d'ombre, on disait des taches aveugles jadis, mais des taches d'ombre qui ne sont pas faciles à appréhender et qui, selon moi, comme d'ailleurs dans tout ce travail d'analyste, sont à élaborer de façon permanente. Ces taches d'ombre, ces interrogations, et peut-être que c'est l'occasion pour moi de revenir sur quelque chose qui me tient à cœur. On parle beaucoup de l'archaïque à l'heure actuelle. J'ai été la première, d'ailleurs, dans mon parcours à moi, à passer de l'Oedipe à l'archaïque. J'ai été élevée dans une culture d'Oedipe. On n'intervenait qu'au niveau de l'Oedipe, tout était génital, et c'est là qu'on travaillait. Pour me tourner progressivement, mon premier bouquin, ça a été tout de même me tourner vers l'archaïque, vers ce qui n'était plus génital. Et donc maintenant, j'ai peut-être envie de redonner un petit coup de barre vers quelque chose qui va dans l'autre sens, c'est qu'on se perd dans l'archaïque. Il faut l'aborder. Je suis la première à le faire. Quand je parle d'homosexualité féminine, c'est évidemment de ça qu'il s'agit. Mais je pense tout de même, je reviens à ce que je disais tout à l'heure, c'est que l'Oedipe reste un moment organisateur structurant et qu'il est essentiel qu'il reste dans la tête de l'analyste pour moduler, pour anticiper ce qui a pu être virtuellement présent dans l'archaïque. Je crois que c'est ce que je dis toujours. Et en cela, je pense qu'il faut que l'analyste femme reste habitée par ce côté d'organisation génitale qui permet à ses patients, je pense, enfin c'est des prises de position personnelles, je le reconnais, qui même quand on se perd dans l'archaïque, et ça arrive, reste tout de même potentiellement un moment organisateur, et donc j'aurais tendance actuellement à crier au secours tout de même par rapport à cette dérive pour moi, par rapport à une analyse qui reste tout de même très ouverte à la différence des sexes, au féminin, au masculin, à l'Oedipe et à la bisexualité. Voilà. Waouh, ça c'est une très large question. Bon, que je poserai d'abord en termes de... Je crois que les femmes que nous recevons sur nos divans, eh bien, je crois que je les vois toujours de la même façon, c'est-à-dire en interrogeant leurs problématiques inconscientes, comment leur construction personnelle de leur féminité, les écueils qu'elles ont rencontrés, en fonction de, bien sûr, leur environnement. Je ne crois pas que ce qui se passe pour le moment change beaucoup mon appréhension d'une femme sur mon divan. Je pense que ça reste inchangé. Par contre, je ne peux pas ne pas être, bien sûr, très interpellée par ce qui se passe pour le moment et, interrogative. Alors là, on tombe dans un autre domaine, un domaine qui n'est plus le domaine de l'interrogation analytique divan-fauteuil, mais qui est l'interrogation de ce que les femmes font de leur féminité dans la vie. Alors je vous dirais que moi, je lisais, Nancy Houston a écrit un article très, très passionnant dans Le Soir dernièrement, je crois, il est là, je crois, qui m'a beaucoup intéressée parce qu'elle prend une position à laquelle j'adhère complètement, à savoir, il est évident que nous avons comme femmes
à vivre des inégalités sociales, juridiques, politiques qui sont inacceptables. Alors je repense à ma mère qui était suffragette, hein. Bon, maintenant on a le droit de vote, il n'empêche qu'il y a encore des inégalités qui sont totalement inacceptables et pour lesquelles on a à lutter de façon tout à fait organisée. Maintenant, les positions de MeToo et autres organisations extrêmes tout de même, comme dit Nancy Houston, elle n'a pas signé, elle n'a pas adhéré à MeToo, mais elle n'a pas signé non plus le manifeste des 100 avec Catherine Deneuve. Je pense que moi, personnellement, j'ai aussi une position intermédiaire. Je trouve que j'étais pas contre le manifeste de Catherine Deneuve, parce qu'on se rend compte à quel point on dérive, il y a un amalgame. Je veux dire par là que prendre des positions politiques, économiques, tout ce qu'on veut, claires, ça, encore une fois, j'adhère complètement. Mais ça peut tout de suite dériver vers des positions qui, à mon avis, comme elle le dit, sont des positions puritaines, sont des positions excessives quant au rapport homme-femme. Moi, je vous avouerai, très honnêtement, que quand je passe à côté de gars qui sont en train de travailler la terre ou dans la maçonnerie ou que sais-je, et qu'ils ne me sifflent plus, eh bien, j'aimais mieux quand ils me sifflaient. Et je ne me suis personnellement jamais sentie humiliée, rabaissée, quand j'ai entendu même des colibés, hein, mais qui reconnaissaient ma féminité et le fait que je ne passais pas inaperçue comme femme. Eh bien, ça, je trouve effectivement que c'est excessif. C'est sûr que à partir du... Mais on tombe, il y a un élément qu'on n'a pas du tout abordé, c'est le problème de l'inceste. Hein. Alors, c'est vrai qu'on est là sur un terrain très, très difficile, très glissant. Il est évident que les abus, le harcèlement dans les milieux professionnels, les harcèlements des hommes qui ont le pouvoir par rapport aux femmes, c'est totalement inacceptable. On est bien d'accord. Et ça s'inscrit sur ce que j'avais tout de même écrit aussi et qui est important, sur l'inceste. Le drame des situations incestuelles, soit, mais c'est là, c'est un lapsus qui en dit long. Je veux dire que de l'incestuel à l'incestueux, on se balade dans une zone intermédiaire où il est parfois très difficile de prendre position. C'est tout le problème. Jadis, un viol, ça avait été provoqué nécessairement par la jeune fille provocatrice, etc. On n'en est plus là. Et un viol, c'est un viol. Il n'empêche que, on sait bien que sur les divans, la difficulté d'analyse de femmes qui ont été incestuées, c'est tout de même le plaisir qu'elles ont pu y prendre à un certain moment. Ça me rappelle un film de Bergman d'ailleurs, je ne sais plus comment il s'appelle, où ça commence par une forme de viol où la violée trouve son plaisir. C'est un domaine vraiment extrêmement difficile et qui, je crois, quand je reviens à l'analyse, c'est peut-être tout de même pour refaire un lien entre la façon dont on vit les femmes en analyse et ce que ça peut apprendre sur ce qui se passe sur le plan de la société, et on est amené à prendre position. Mais pour une analyste, je trouve que c'est très difficile d'avoir une attitude tranchée, comme d'être soit pour MeToo, soit suivre Catherine Deneuve, parce que je trouve qu'il y a une zone intermédiaire qui est extrêmement amalgame, difficile à décortiquer dans ce qu'elle peut représenter. Mais donc là, je suis très claire, ni MeToo, ni Catherine Deneuve, mais des positions politiques, juridiques tout à fait fermes. J'irais bien aussi me promener pour manifester contre certains types de harcèlement inadmissibles. Bon, moi, elle m'a permis de faire, je crois, un voyage personnel intéressant, c'est de pouvoir ramasser ma pensée de façon tout à fait spontanée. Hein. Je veux dire par là que c'est effectivement pas préparé et que ça me permet donc de reprendre contact avec des convictions, avec des choses que j'ai beaucoup pensées et que
j'ai intégré, d'autres qui restent très interrogatifs. Ça, je crois que c'est un problème qui n'a pas été, enfin, que je n'ai pas explicité en tant que tel, mais que je voudrais expliciter là, peut-être maintenant. C'est combien le domaine du fonctionnement psychique et de la rencontre avec un autre psychisme est un problème plein d'inconnus, plein d'interrogations. Alors on essaye de théoriser, on essaye, et là en l'occurrence, de théoriser le féminin au féminin, mais que ça laisse des plages de doutes, d'interrogations. C'est pour ça qu'on n'a jamais fini d'ailleurs. Mais donc ça m'a permis tout de même de mettre en évidence ce que je crois des convictions personnelles qui tiennent la route cliniquement, mais aussi combien de points d'interrogation restent dans ce domaine tout de même terriblement, qui reste tout de même un continent noir, que celui de la féminité et du féminin. Voilà.